Allez, comme promis aujourd'hui, on s'intéresse de près au Bitcoin. Est-il surcoté? Mi-février, l'unité a dépassé les 50 000 $. Comment faut-il comprendre cette hausse historique? On va s'y intéresser aujourd'hui avec vous, David Furcage. Vous êtes gérant de portefeuille pour Highwave Capital. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vous pose la question et puis on va l'affiner au cours de cette discussion. Le Bitcoin est-il, oui ou non, surcoté aujourd'hui? Bien, déjà, je voudrais rappeler l'environnement de marché dans lequel on se situe. Depuis les points bas de la crise du Covid, les marchés, pour la plupart des marchés mondiaux, j'entends, d'actions ont été multipliés par 2, essentiellement alimentés par l'explosion du bilan des banques centrales, que l'on retrouve largement donc répandu parmi différentes classes d'actifs, différents marchés financiers. Des titres comme Tesla, par exemple, ont été multipliés par 7 ou 8 depuis début 2020, et de nombreux secteurs en réalité profitent de cette émergence, de cette quatrième révolution industrielle dont nous sommes témoins. Et en réalité, est-ce que le Bitcoin est un cas isolé, c'est-à-dire est-ce qu'il explose tout seul, ou est-ce que finalement ça fait partie d'un environnement de marché? C'est la question qu'on peut se poser. Alors du coup, dans l'environnement global, vous dites c'est une hausse qui n'est pas isolée. Qu'en est-il si on compare le Bitcoin au cours des autres crypto-monnaies? Comment se comporte-t-il par rapport aux autres? Alors, il y a différents éléments que l'on peut observer dans ces marchés, enfin notamment dans le marché des cryptos, qui est en fait une nébuleuse. Il y a de nombreuses cryptos qui sont à disposition. Je regardais un petit peu avant l'émission la manière dont ces marchés ont évolué, et j'ai pu noter par exemple que le Binance Coin, l'une des crypto-monnaies qui existent parmi tant d'autres, a été multiplié par 6 depuis début février et atteint la 3e capitalisation boursière dans cet univers de crypto. Donc à nouveau, il y a quelque chose que l'on peut observer qui est de l'ordre de général, c'est-à-dire cet engouement pour les marchés financiers alimenté par cette monnaie en circulation que mettent à disposition les banques centrales. Également, dans l'univers des crypto-monnaies, des hausses qu'on peut qualifier excessives en dehors du Bitcoin. Donc on va dire que l'environnement autour du Bitcoin, pour isoler le cas Bitcoin, est un peu difficile à maîtriser. D'accord. Et finalement, se poser cette question de savoir si le Bitcoin est surcoté ou pas, ça revient à se demander sur quoi repose la valeur même du Bitcoin. Je vous pose la question, sur quoi repose cette valeur? Alors, il y a quelque chose quand même que j'ai noté récemment, relatif au Bitcoin et quasiment au Bitcoin exclusivement. C'est que le Bitcoin passe d'un statut de crypto-actif, c'est-à-dire quelque chose qu'on détient en portefeuille pour obtenir un certain rendement avec un certain niveau de risque, à un statut de crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie au sens propre qui assume les fonctions de la monnaie. Et qu'on peut utiliser tous les jours dans la vie quotidienne en fait. Ça serait un petit peu... Pardon ? Ou presque. Ou presque, c'est en train de devenir ça, effectivement. Il y a 3 fonctions qu'assume la monnaie. La fonction de réserve de valeur. À ce titre, BlackRock, le géant de l'asset management, enfin de la gestion d'actifs au niveau mondial, a commencé à autoriser ses gérants d'actifs à inclure du Bitcoin dans les fonds. Donc on a cette fonction de monnaie qui commence à être intéressante. Une autre fonction de la monnaie, c'est l'intermédiaire des échanges. À ce titre, PayPal a incité ses commerçants à inclure l'utilisation du Bitcoin, et ça c'est également intéressant, donc deuxième fonction. Et troisième fonction, c'est étalon de valeur. Donc effectivement, avec un Bitcoin, on peut dire que s'acheter une paire de chaussures, ça coûte tant de Bitcoin. Donc ce qui est intéressant dans le Bitcoin, qui est différent par rapport à cet univers de crypto-monnaie, qui est nébuleux et assez important, c'est que le Bitcoin a cette spécificité de passer d'un crypto-actif à une crypto-monnaie. Et donc, il commence à être demandé en tant que monnaie, avec la demande de monnaie qui peut être potentiellement illimitée, dès lors qu'on assume la fonction de monnaie. Pour autant, l'offre de Bitcoin est limitée à 21 millions d'unités. Actuellement, il y a à peu près 19 millions de Bitcoin en circulation. Ouais. Donc, petit à petit, on atteint la taille limite. Ça veut dire qu'on est dans un marché concernant le Bitcoin, qui commence à devenir une monnaie, où la demande peut tendre vers l'infini, alors que l'offre, elle, est restreinte à un nombre fixe.
Donc en fait, ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est à la fois cet effet de rareté et puis de l'autre côté, des fonctions qui se multiplient et petit à petit un Bitcoin qui va compléter ces 3 fonctions principales qu'on attribue traditionnellement à une monnaie classique. C'est ça si on résume les choses? C'est ça, ce qui n'était pas encore le cas, ne serait-ce qu'il y a quelques mois ou 1 ou 2 ans. Il y a à peu près 3 ans, le PDG de BlackRock mettait les crypto-monnaies de côté. Aujourd'hui, il s'intéresse de près et active ses fonds pour qu'ils en mettent en portefeuille, pour qu'il utilise le Bitcoin comme étant un actif comme un autre que l'on peut inclure dans un portefeuille pour obtenir un certain rendement. Et ça, c'est en train de changer, c'est un déclic, si vous voulez, qui fait que le Bitcoin est en train d'exploser et qui commence à avoir des raisons tangibles pour se faire, contrairement à d'autres crypto-monnaies. Alors si cet engouement continue, s'il s'inscrit vraiment dans le temps, est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans un Bitcoin à 500 000 $ par exemple? Quelles sont les limites de cette hausse exponentielle du Bitcoin? Y en a-t-il? À nouveau, d'un point de vue purement de marché, quand il y a un effet rareté, il n'y a pas forcément de limite, puisque la demande peut être infinie et l'offre, elle, est limitée. Donc pourquoi pas? Après, je ne veux pas faire partie des commentateurs qui jouent sur le sensationnel et qui parlent d'un Bitcoin à 500 000, à 100 000 ou à 1 million en réalité. C'est possible, mais difficile aujourd'hui en fait de bien comprendre le point d'histoire sur lequel nous sommes. Peu comprennent qu'aujourd'hui, ou savent, qu'on est en train de vivre la 4e révolution industrielle. Et que dans cette 4e révolution industrielle, il y a également la révolution des moyens de paiement, des fintech. Il est difficile d'avoir le recul nécessaire lorsqu'on est en fait témoin d'une révolution pour comprendre et décortiquer vraiment l'actualité. Je pense que l'histoire nous permettra de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est un élément à part dans le cadre d'une révolution industrielle. Difficile de commenter en fait un événement aujourd'hui qui appartient à quelque chose de révolutionnaire. Effectivement, oui, on n'a pas du tout de recul historique pour le moment, peut-être. Non, pas trop. Effectivement, les historiens pourront-ils décrypter plus tard le phénomène Bitcoin? Alors, vous parlez d'une 4e révolution industrielle. On touche là à un domaine assez intéressant, finalement, à l'évolution de la société en tant que telle. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que le Bitcoin peut faire concurrence aux monnaies nationales? Et est-ce que, si oui, les États s'en inquiètent, comment réagissent-ils par rapport à ça? Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Effectivement, peu, alors je disais, on a déjà conscience que, quand peu, je parle de la personne lambda, ont conscience qu'on traverse actuellement la 4e révolution industrielle. Peu ont également conscience que dans d'autres temps, il y avait multiplicité de monnaies qu'on pouvait utiliser à l'intérieur d'un même territoire. Aujourd'hui, maintenant depuis quelques temps, on a l'obligation d'utiliser l'euro et cet euro est chapeauté par une banque centrale qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. En gros, il y a un pouvoir régalien de battre monnaie et une espèce d'élément coercitif qui nous force à utiliser l'euro. Ce qui est intéressant avec l'univers des crypto-monnaies, c'est qu'il vient perturber cet équilibre qui est en fait un monopole. Un monopole donc de battre monnaie et d'obliger l'utilisation de l'euro. Et ce qui est intéressant donc dans les cryptos, c'est qu'enfin, je dirais, dans cette période d'histoire, eh bien, il y a l'émergence de nouvelles monnaies qui seront peut-être concurrentes de monnaies dites centralisées ou institutionnelles. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que toute situation de monopole, c'est bien décrypté en économie, mène à une rente de situation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de battre une monnaie de bonne qualité, finalement, puisqu'on force l'utilisation de cette monnaie, ce qui est très mauvais. Dès lors qu'il y a monopole, y compris dans le domaine monétaire, eh bien, ça peut mener à des excès, les excès du producteur de cette monnaie qui peut soit obtenir une rente de situation en battant une monnaie de mauvaise qualité, ou alors en obtenant un surprofit. Voilà. Et donc c'est extrêmement mauvais en réalité. Peu d'individus savent aujourd'hui qu'on a vécu un moment d'histoire, depuis quelques siècles en réalité, dans lequel il y a une monnaie à l'intérieur d'un territoire et une banque centrale pour la chapeauter. C'est-à-dire qu'on a vécu une pause dans la concurrence monétaire. Et qu'on est en train à nouveau de revenir sur cette notion de concurrence monétaire qui est tout à fait louable, me semble-t-il.
Oui, et ça explique aussi pourquoi les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, s'apprête à lancer sa propre crypto-monnaie parce qu'elle veut conserver ce monopole, ou en tout cas parce que du point de vue des États, le monopole c'est aussi la protection des citoyens. Donc c'est vrai que sur ce point on voit peut-être deux visions du monde, ou en tout cas de l'ordre en société qui s'affrontent. Dernière question rapidement, est-ce qu'on peut penser, est-ce que le Bitcoin a vocation à devenir une valeur refuge rapidement pour conclure? Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans l'univers de crypto, c'est qu'il y a en fait, comme vous le savez, il y a Wall Street et il y a Main Street. Main Street, c'est l'homme, entre guillemets, de la rue qui en aurait assez d'être dirigé. Et en fait, la monnaie est un pouvoir et une liberté. Et effectivement, cette crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou les cryptos en général, c'est la revanche de l'homme de la rue qui peut éventuellement utiliser d'autres monnaies et qui seraient alors des monnaies, comment dirais-je, au-delà du joug institutionnel. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, David Furka. Je rappelle que vous êtes gérant de portefeuille pour Highwave Capital. Alors, avant de se quitter, on va faire un point rapide sur la bourse. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.